essayer de leur demander de faire des choses, des stages, d'assister, de participer, etc. Un jour ça passe, Il est mort le 22 décembre 2025, dans le silence feutré de Jouy-en-Josas, alors que les lumières de Noël éclairaient à peine les trottoirs déserts. Aucun communiqué officiel, aucun hommage national. Mais un détail a bouleversé les observateurs. Pierre Arditi, d'ordinaire pudique, a porté le deuil, le regard noyé dans les larmes, pour un homme que peu connaissaient publiquement, Marc Rivière. Pourquoi ce réalisateur, si discret, a-t-il laissé un vide si profond dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé? Était-il simplement un artisan de la télévision ou un conteur hanté par les histoires qu'il mettait en scène? Car ceux qui ont travaillé avec lui parlent d'ondes étranges, de tournages perturbés, de regards absents. Et surtout, cette question lancinante. Savait-il, d'avance, que sa propre fin serait aussi mystérieuse que celle qu'il aimait tant filmer? Marc Rivière est né en 1951, à Paris, dans une famille modeste où l'art occupait peu de place. Pourtant, très tôt, il se passionne pour l'image. Après des études à l'IDEC, futur FEMIS, il entre dans le monde du cinéma par la petite porte en tant qu'assistant de réalisation. Et pas pour n'importe qui. Gérard Houry, Claude Pinoteau, Yves Robert, 3 géants du cinéma français, 3 mentors qui, chacun à leur manière, vont modeler sa rigueur, sa sensibilité et son goût pour les récits bien construits. Mais Marc Rivière n'est pas un homme de lumière. Il fuit les tapis rouges et les interviews. Il préfère l'ombre du plateau, le silence d'une salle de montage, la tension invisible d'un plan bien ficelé. Pendant des années, il œuvre dans le secret, dans le respect du métier. Il accumule les expériences, affine son style, sans jamais chercher à signer de blockbuster. En 2006, il franchit enfin le pas de la réalisation cinéma avec Le Lièvre de Vatanen, adaptation du roman finlandais. Le film, atypique, contemplatif, passe relativement inaperçu au box-office, mais séduit les critiques. Ce n'est pas un succès commercial, mais c'est un film d'auteur, profondément personnel. Ceux qui l'ont vu parlent d'un réalisateur qui cherche à capturer l'invisible, la solitude, l'effacement, le glissement subtil entre la réalité et l'étrangeté du monde. C'est pourtant à la télévision que Marc Rivière va imprimer sa marque la plus forte. Il réalise plusieurs téléfilms historiques, mais c'est avec la série Le sang de la vigne qu'il entre réellement dans l'imaginaire collectif. Dès 2010, il dirige plusieurs épisodes de cette série policière singulière où les enquêtes se mêlent aux arômes du terroir viticole. Le héros, Benjamin Lebel, est incarné par Pierre Arditi, un acteur chevronné au tempérament vif. C'est là que naît une complicité artistique rare. Rivière façonne le rythme des épisodes, choisit les cadres avec soin, suggère plus qu'il ne montre. Il donne à Arditi un terrain de jeu subtil, presque littéraire. Et Arditi, en retour, s'abandonne à cette direction douce mais précise, exigeante mais discrète. L'alchimie fonctionne. La série devient culte pour une partie du public français, mêlant mystère, vin, paysages et drames humains. Mais peu savaient que derrière cette façade bien huilée, Marc Rivière vivait une profonde ambivalence. Car pour lui, la fiction n'était jamais totalement fiction. Il confia un jour à un assistant « Un bon polar viticole, c'est comme un vin trouble. Tu ne sais jamais ce qui reste au fond. » Cette phrase, anodine en apparence, résonne aujourd'hui comme une énigme. Tout a basculé en 2012 lors du tournage de l'épisode « Le dernier coup de Jarnac » de Le sang de la vigne. Ce devait être un épisode classique, avec des scènes tournées dans un petit cimetière du sud-ouest au cœur du vignoble charentais. Mais ce qui s'y est produit a laissé des marques indélébiles sur toute l'équipe. Et surtout sur Marc Rivière lui-même. Le cimetière, choisi pour sa beauté tranquille et son authenticité, semblait idyllique en repérage. Mais dès les premières prises de nuit, l'ambiance change. Des bruits étranges, comme des sanglots d'enfants, surgissent du fond des rangées de tombes. Les micros perçoivent des fréquences inhabituelles,
des crépitements statiques inexpliqués. Le chef opérateur parle d'une pression magnétique qui fait sauter les lumières. Pierre Arditi, pourtant cartésien, s'interrompt en plein dialogue, regard figé, et murmure à l'oreille du réalisateur. « Tu sens ça, toi aussi ?» Ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. Les caméras se figent, les batteries se vident plus vite qu'à l'accoutumée, les acteurs perdent le fil. Mais c'est Rivière qui inquiète le plus. Lui, d'ordinaire maître de tout, se montre nerveux, tremblant, absorbé par un point invisible dans l'obscurité. Il demande à ce qu'on reprenne la même scène 5, 6 fois, puis s'effondre brutalement devant le banc de montage mobile installé à côté du cimetière. Son visage pâlit, ses lèvres murmurent des mots que personne ne comprend. L'ingénieur du son enregistre une phrase fragmentaire, presque métallique. « Ils m'ont trouvé. » Panique sur le plateau. On appelle les secours, mais Rivière reprend connaissance avant leur arrivée. Il est désorienté, incapable de dire ce qui vient de se passer. Il ne se souvient de rien. À sa demande, l'équipe garde le silence. L'épisode est terminé à la hâte, les scènes du cimetière étant réécrites et écourtées. À son retour à Paris, le monteur découvre dans les rushs de cette nuit-là un détail glaçant. Une ombre fugace, humanoïde, passe derrière une stèle au moment exact où Rivière s'effondre. L'image est floue, mais elle est là. Le producteur exige qu'elle soit supprimée au montage final. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident isolé devient un sujet de rumeur sur les plateaux. Les techniciens parlent de « l'épisode maudit ». Certains refusent de travailler sur les tournages nocturnes à la campagne. D'autres, plus superstitieux, apportent des talismans ou des crucifix sur le plateau. Rivière, lui, semble s'enfoncer dans une sorte de torpeur. Il annule plusieurs projets en cours. Il écrit dans un carnet noir qu'il garde toujours avec lui. Une stagiaire dira plus tard qu'elle l'a entendu parler à voix basse, seul, sur le plateau, comme s'il répondait à une présence invisible. Arditi, interrogé sur l'incident des années plus tard, éludera la question. Mais un jour, à demi-mot, il lâche sur France Inter « Marc, c'était un homme très sensible, parfois trop. Il voyait des choses qu'on ne voyait pas. » Cette phrase, étrange, a longtemps été interprétée comme une allusion au génie artistique du réalisateur. Mais aujourd'hui, elle prend une toute autre résonance. Ce soir-là, devant les pierres tombales, Marc Rivière n'a peut-être pas seulement dirigé un tournage. Il aurait, selon certains, été traversé par quelque chose, une énergie, une vibration, une fracture invisible entre fiction et réalité. À partir de là, il ne sera plus jamais tout à fait le même. À partir de 2023, Marc Rivière se retire peu à peu du monde professionnel. Officiellement, il s'agit d'un simple besoin de repos après des décennies de travail. Mais en réalité, le retrait est plus brutal, plus opaque. Il annule des projets sans préavis, ne répond plus aux invitations de festivals, décline même des hommages organisés en son honneur à La Rochelle et à Angoulême. Une chape de silence tombe autour de lui. Des proches parlent d'un homme fatigué, rongé de l'intérieur. Un réalisateur assistant ayant travaillé sur ses derniers téléfilms confiera anonymement « Il devenait quelqu'un d'autre. Il avait des absences, il fixait des points dans l'espace, et parfois, il parlait comme s'il attendait un verdict. » Sa compagne de longue date, avec qui il partageait une maison à Jouy en Josas, s'installe seule à Paris dès la fin de l'été 2024. Officiellement, pour se rapprocher de ses enfants. Officieusement, la cohabitation était devenue insoutenable. Selon un ancien producteur de France Télévisions, Marc Rivière aurait été diagnostiqué, fin 2022, d'une forme dégénérative de troubles neurocognitifs, proche d'un début d'Alzheimer. Aucune déclaration publique ne viendra jamais confirmer ou infirmer ce diagnostic. Mais ce qui est certain, c'est que les mois qui suivent sont marqués par des comportements étranges. Un voisin, interrogé par Le Parisien, raconte que Rivière sortait parfois en pleine nuit, pieds nus, pour marcher autour de la maison, parlant à voix haute avec une interlocutrice imaginaire.
Plus troublant encore, ce sont les notes qu'il laisse derrière lui. En août 2025, un technicien du câble, intervenu pour vérifier une panne de connexion, découvre dans le salon un tableau recouvert de phrases manuscrites. Parmi, ils m'attendent. Je dois finir le plan. Le sang ne ment jamais. Des références qui pourraient être purement artistiques, ou les signes d'un esprit hanté par ses propres fictions. Une vidéo privée, envoyée à quelques collègues de l'époque, le sang de la vigne, ajoute à la confusion. Dans cet enregistrement, filmé sur son téléphone, Rivière parle d'un tunnel de verre qu'il voit parfois au réveil, d'un homme sans visage qu'il observe lorsqu'il tente d'écrire. Il conclut d'un ton calme. « Si vous recevez cette vidéo, c'est que je suis déjà ailleurs. » Ces éléments ne seront révélés qu'après sa mort. En attendant, l'homme s'enfonce dans un isolement total. Jouy en Josas, petite commune des Yvelines connue pour sa quiétude, devient le théâtre invisible de sa lente disparition. Aucun hôpital, aucune clinique spécialisée. Il vit et meurt chez lui, dans la même maison qu'il avait achetée en 1998, au sommet d'une colline boisée. Le 22 décembre 2025, son corps est retrouvé dans le salon, effondré devant une télévision allumée. Aucun signe de violence, aucun désordre. Juste une pièce plongée dans une étrange pénombre, bien que toutes les lumières fonctionnent. L'autopsie, discrètement menée, conclut à un arrêt cardiaque. Mais ce sont les heures qui précèdent sa mort qui intriguent. Selon les données de son téléphone portable, Marc Rivière a passé son dernier appel à 2h16 du matin, vers un numéro fixe déconnecté depuis 2014. Et l'enregistrement vocal de ce message, retrouvé plus tard, ne contient aucun mot. Juste un silence, coupé par un bruit métallique, puis un souffle. Le jour même, à Paris, Pierre Arditi reçoit une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un script. Un épisode inédit de Le sang de la vigne, intitulé « Le dernier fût ». L'histoire d'un vigneron mort seul dans sa cave, après avoir entendu des voix lui ordonnant de laisser couler le vin jusqu'à l'oubli. Arditi ne dira jamais ce qu'il a fait du manuscrit. Ce décès, survenu 3 jours avant Noël, reste discret. Pas de communiqué de la SACD, pas de message du ministère de la Culture. Ce n'est qu'à travers un post Facebook de l'actrice Claire Nebout, ancienne partenaire de jeu dans la série, que le public apprend la nouvelle. Son message est sobre. Marc était plus qu'un réalisateur. Il était un passeur. Qu'il repose en paix, là où les images ne s'éteignent jamais. Mais pour ceux qui l'ont connu, cette mort soulève une question dérangeante. Marc Rivière s'est-il laissé glisser volontairement vers l'autre côté? Était-il encore le maître du scénario, ou simplement devenu un personnage de ses propres obsessions? Parmi les collaborateurs de Marc Rivière, une constante revient dans les témoignages. Sa sensibilité extrême aux ambiances, aux lieux et surtout aux personnes. On le disait poreux, capable de capter des tensions invisibles, de ressentir les vibrations d'un décor avant même d'y placer sa caméra. Ce don artistique, presque médiumnique, était aussi son fardeau. Le chef décorateur de Le sang de la vigne se souvient, il entrait dans une pièce, se fixait et disait simplement « Ce lieu ne veut pas de nous ». On savait alors qu'il fallait changer de lieu. Pour beaucoup, cette intuition était une force. Pour d'autres, un signe inquiétant d'hyperperception. À titre personnel, Rivière n'a jamais caché son épuisement. Lors d'un dîner privé en 2021, il confie à un ami « J'ai l'impression que chaque film me prend un morceau d'âme. Je les donne, mais ils ne me le rendent jamais. » Cette phrase, murmurée à voix basse, avait glacé l'assemblée. Dans ces dernières années, ses collègues les plus proches avaient noté une fragilité accrue. Il pleurait souvent en fin de journée, sans raison apparente. Il pouvait rire pendant un tournage, puis s'isoler soudainement, le regard égaré. Une jeune script témoigne. Parfois, il disait avoir froid, même en plein été. Il appelait ça le froid intérieur. Malgré ses troubles, beaucoup continuent d'admirer sa ténacité. L'actrice Hélène Cesaret, qui a joué à ses côtés dans plusieurs épisodes, le décrit comme un homme d'une tendresse inouïe,
qui dirigeait comme on chuchote à une blessure pour qu'elle guérisse. Son équipe, bien que souvent déstabilisée par ses silences, lui portait un respect profond. Il écoutait chacun. Il répondait toujours avec douceur. Il croyait viscéralement à la puissance des mots et des images, même lorsque celle-ci semblait le consumer. La contradiction en lui fascinait. Force tranquille face caméra, mais tourment permanent une fois seul. C'est peut-être dans cette dualité que résidait son génie et sa perte. Il n'était pas seulement réalisateur, il était un réceptacle, un miroir. Et certains miroirs, à force de refléter les ténèbres, finissent par les absorber. Après la disparition de Marc Rivière, les explications officielles ont été rapides, presque expéditives. Arrêt cardiaque, fin du dossier. Pour les autorités, rien ne justifiait d'aller plus loin. Pourtant, dans les semaines qui ont suivi, un autre récit a commencé à circuler, plus diffus, plus inquiétant, nourri par les silences et les zones d'ombre laissées par cette mort discrète. La première hypothèse est médicale. Plusieurs proches évoquent un trouble neurologique évolutif aggravé par le stress et l'isolement. Les symptômes décrits, absence, désorientation, troubles du langage, pourraient correspondre à une pathologie connue. Mais alors, une question demeure. Pourquoi n'avoir jamais été hospitalisé? Pourquoi avoir refusé toute prise en charge spécialisée alors même que son état se détériorait visiblement? Selon un ami de la famille, Rivière répétait « Les médecins ne peuvent rien contre ce que je porte ». Une seconde hypothèse, plus dérangeante, circule parmi certains membres des équipes techniques. Il parle d'un homme qui ne serait jamais revenu après les événements du cimetière des années plus tôt. Comme si une partie de lui était restée attachée à ces lieux, à ces histoires de mort qu'il filmait avec une précision presque maladive. Un éclairagiste dira un jour « Il ne tournait plus des scènes, il rejouait quelque chose ». Puis il y a cette troisième piste, la plus polémique, celle d'un épuisement psychique provoqué par une exposition prolongée à des récits sombres, violents, mortifères. Rivière passait ses nuits à relire d'anciens scénarios, à revoir des rushs jamais diffusés. Il affirmait que certains épisodes lui avaient parlé, qu'ils contenaient des messages cachés qu'il devait décrypter. Était-ce une métaphore d'artiste ou le signe d'un esprit en lutte contre ses propres créations? Des rumeurs ont également circulé autour de ses dernières paroles publiques. Lors d'un échange privé enregistré par un proche, il aurait déclaré « Si je pars, ce ne sera pas une surprise. Tout est déjà écrit. » Cette phrase, sortie de son contexte, a alimenté l'idée d'une mort anticipée, presque acceptée. Certains iront jusqu'à parler d'un laisser-aller volontaire. Mais rien ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un geste conscient. Les plus sceptiques, eux, balaient toutes ces théories. Pour eux, Marc Rivière était avant tout un homme fatigué, victime d'une lecture romancée de son existence. Il pose une question simple. S'il était si lucide, pourquoi n'a-t-il jamais parlé clairement de ses peurs? Peut-être parce que, pour lui, parler, c'était déjà donner trop de pouvoir à l'invisible. Reste enfin le silence de Pierre Arditi. Pas d'interview, pas de déclaration publique. Juste une présence muette aux obsèques, et ce deuil porté avec pudeur. Ce silence en dit peut-être plus long que tous les discours. Car lorsqu'un homme qui a tout dit sur scène se tait dans la vie, c'est souvent que la vérité est trop lourde à formuler. Aujourd'hui encore, aucune version ne s'impose. Entre la raison, la rumeur et le ressenti, la mort de Marc Rivière continue de flotter dans un entre-deux troublant. Comme un dernier plan laissé volontairement hors champ. Marc Rivière est parti comme il a vécu, sans bruit, sans annonce, sans mise en scène visible. Pourtant, son absence a laissé une trace profonde, presque souterraine, dans le paysage audiovisuel français. Aucun César, aucun grand hommage télévisé. Et pourtant, dans les couloirs de France Télévisions, son nom continue de circuler à voix basse, comme celui d'un homme qui voyait plus loin que le cadre. Son héritage n'est pas fait de statues ni de discours officiels. Il est inscrit dans des regards, des silences, des plans longs où la caméra semble hésiter,
comme si elle savait que quelque chose d'invisible traverse la scène. Dans Le sang de la vigne, plusieurs épisodes réalisés par Rivière sont aujourd'hui rediffusés avec une attention nouvelle. Certains spectateurs disent y percevoir des détails troublants, des phrases prémonitoires, des morts solitaires filmées avec une justesse presque intime. Pierre Arditi, lui, n'a jamais repris publiquement la parole. Mais selon un proche, il aurait confié en privé « Marc m'a appris à écouter ce qui ne se dit pas ». Cette phrase résume peut-être le mieux l'homme qu'était Rivière. Un passeur d'ombre, un artisan du non-dit, un réalisateur qui croyait que la vérité se cachait moins dans les dialogues que dans les silences entre les mots. Sa mort, survenue à Jouy en Josas, dans cette maison encerclée de bois et de calme, semble refermer un cercle. Il avait passé sa vie à explorer les frontières entre la vie et la mort à travers la fiction. Il s'est éteint exactement là où ces frontières deviennent floues, seul, chez lui, face à des images qu'il connaissait trop bien. Reste une dernière interrogation, laissée volontairement sans réponse. Marc Rivière était-il simplement un homme épuisé par des années de travail et de solitude, ou a-t-il été, peu à peu, absorbé par les histoires qu'il racontait, jusqu'à ne plus distinguer le réel de ses propres récits? Chers téléspectateurs, à vous d'en juger. Car parfois, les vies les plus discrètes sont celles qui laissent les mystères les plus durables.